Alors, dans les temps manquants, alors il y a quelques trucs que j'ai trouvés sur des sites écolos où on s'en branle un peu, je trouve, mais c'est quand même assez intéressant, notamment la SNCF qui lancerait un plan de photovoltaïque pour recouvrir ses gares. Il y aurait 1,1 million de mètres carrés de panneaux solaires, ce qui est quand même énormissime. Vraiment énormissime. Et du coup, j'ai appris qu'il existait un rapport de Wind Europe. Alors, je ne sais pas ce que c'est, si c'est une ONG, si c'est un think tank écolo, si c'est quoi que ce soit. En tout cas, c'est des gens qui sont basés sur l'éolien et qui ont l'air de dire que l'UE, dans sa globalité, est en retard. On n'aurait produit que un tiers de l'éolien qui est fixé, enfin un tiers par rapport aux engagements et aux promesses qui sont fixés pour atteindre je ne sais plus combien quelle part d'ici 2030. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle, c'est que ça globalise à l'Europe. Parce qu'on parle souvent de la France, et en fait, malgré tout, chaque pays n'est pas forcément obligé d'avoir le même mix énergétique. Par exemple, la Finlande aujourd'hui, notamment les écolos en Finlande sont très très pro-nucléaire parce que actuellement ils sont beaucoup sur le charbon et sur le gaz. Donc, euh, donc, euh, donc on est sur des politiques qui varient beaucoup en termes de pays, aussi sur les possibilités, les capacités, etc. C'est les questions d'économie et d'énergie ne sont pas les mêmes partout. Ce qui est intéressant, vraiment, parce qu'en fait, on parle très peu d'énergie à l'échelle européenne. On n'en parle déjà pas beaucoup à l'échelle française. On parle assez peu d'énergie à l'échelle européenne, alors qu'on est malgré tout dans un système énergétique assez global. Et aujourd'hui, on en parle un peu parce que le gaz russe, voilà, on en parle un peu parce que ben, on est tous dans la même galère. Par exemple, si nous, demain, on dit on coupe le gaz russe, nous, c'est 17% en France des importations, mais il y a des pays, c'est 100%. Donc c'est quand même tendu. C'est vraiment tendu. On a eu l'expulsion des athlètes paralympiques des Russes des JO. Alors actuellement, il y a les JO paralympiques, parce que les JO paralympiques ne se passent jamais pendant les vrais JO. Ça, c'est quelque chose qui refait débat tous les 2 ans. Et donc, du coup, tous les athlètes paralympiques russes ont été exclus, sachant que bah, les athlètes russes valides, eux, ont pu finir les JO tranquillement. Ce qui pose aussi des questions, je trouve. Et ça, je pense qu'on en reparlera après. On a eu la grippe aviaire qui se propage en France. Saviez-vous? Ça, je vais peut-être vous l'apprendre. Alors, du coup, moi, je l'ai appris ici parce que je me suis renseigné pour acheter des volailles et donc il y a tout un contrôle, il y a tout un protocole sanitaire, etc. Mais saviez-vous qu'actuellement, eh bien, il y a une grippe aviaire assez vénère en France? Assez vénère. J'ai vu que la Vendée était particulièrement touchée, j'ai vu que le sud-ouest aussi, et j'ai vu que ça se propageait très vite. J'ai vu qu'il y avait aussi une réunion qui était prévue le 10 mars, donc ça devait être hier, ou peut-être la semaine prochaine, au ministère de l'Agriculture, parce que bah, il y a juste cette donnée. Et ce qui est très drôle, c'est que moi je me souviens d'une grippe aviaire, quand j'étais jeune, on en parlait beaucoup, on voyait les images des gens qui arrivaient pour foutre les canards et les poulets en cage et les buter, euh, les transporter pour les buter. Et là, bah, apparemment ça se passe vraiment vénère, mais comme il y a une hiérarchie des infos catastrophes, on n'en parle pas beaucoup. La grippe aviaire, c'est pas une question écologique? Peut-être que si. Ouais, ouais, par million, par million. Et on a aussi, ça je vous l'apprends peut-être, la Chine en ce moment qui se dit on sait pas quoi faire de nos ressources. Si on faisait des armes, si on faisait beaucoup beaucoup d'armes et beaucoup beaucoup de munitions, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, t'as pas vu ça? Ouais, bah, moi j'ai vu, j'ai vu ça, j'ai vu passer. Coucou Taïwan. Ouais, coucou Taïwan, hein. Je pense que, ouais, il y a peut-être moyen de faire une Ukraine à Taïwan, comme vous dites. Donc bon. Je sais pas exactement c'est pourquoi. Et alors,
je sais pas de quoi on pourrait parler. J'ai bien envie d'évoquer ce sujet-là, qui est en rapport avec les joueurs paralympiques qui ont été punis, en gros, qui ont été interdits de JO. Alors, je sais pas s'ils vont concourir sur drapeau neutre ou pas. Je ne sais pas. Ce qui me fait me poser quand même une question qui est est-ce que c'est vraiment une bonne chose, une chose à faire, que de punir des artistes, des sportifs, des intellectuels russes, parce qu'ils sont russes, ou parce qu'ils sont biélorusses? Est-ce que punir les gens, est-ce que punir la population, ça ne sert pas, en fait, le discours de Poutine, qui est celui-là depuis le début, qui est l'Occident nous menace, l'Occident nous prend de haut, l'Occident nous prend pour des larbins. C'est un terme que Poutine a utilisé, en tout cas c'est la traduction officielle qui a été donnée. Où Poutine dit on est ni vos frères, ni vos amis, ni vos larbins, en parlant aux Occidentaux. Est-ce que tout ça sert notre cause, en fait? Est-ce que tout ça sert vraiment notre cause? Est-ce que tout ça, ce n'est pas basé pour faire censé provoquer une hypothétique révolution en Russie? Alors que je crois qu'à l'heure actuelle, c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Parce que la cote de popularité de Poutine, juste Statista février 2022, elle est de 70% quand même. Il y a 2 Russes sur 3 qui défendent Poutine. Il est 2 fois plus populaire. Poutine est 2 fois plus populaire en Russie que Macron ne l'est en France. Non, non, il y a d'autres moyens de cibler. En fait, c'est la question. La question est plus globale aussi. C'est est-ce qu'appauvrir les pauvres de Russie, c'est vraiment la bonne chose à faire? Est-ce que moi j'ai appris qu'on pouvait saisir aux riches. Là, c'est ce qui s'est passé aussi du coup la semaine dernière. Il y a eu des saisies de yachts, il y a eu des avoirs de gelée. Il y a eu des comptes bloqués, il y a eu des ventes bloquées. Le gars qui voulait vendre Chelsea, parce que du coup c'est vrai, c'est fou, parce que le gars qui voulait vendre Chelsea, le russe qui voulait vendre Chelsea pour pouvoir donner l'argent à l'Ukraine, ça a été suspendu parce que c'est un oligarque russe, aussi, visiblement. En tout cas parce qu'il est russe. Voilà, ils ont puni les enfants d'accès eShop, Nintendo, Zara, Apple, tout le monde y va. Tout le monde y va. On voit bien qu'il y a une forte hypocrisie de la part de l'Occident. Bah, j'ai bien l'impression, parce que je ne vois pas vraiment ce que c'est censé servir. Entre Total qui dit « nous, on n'arrêtera pas nos marchés en Russie », alors que l'énergie, c'est un secteur clé des exportations russes, et du marché russe, et du commerce russe. Et à côté, le moindre magasin qui dit bah, « nous, on suspend notre campagne en Russie, on vend plus aux pauvres là-bas », c'est quoi le... Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment utile? Quels sont les autres leviers pour impacter la Russie? Ben, frapper les oligarques est quelque chose qui me paraît nécessaire et quelque chose d'assez important, puisqu'en réalité, les oligarques, c'est eux qui dirigent le pays dans les... Enfin, pas d'un point de vue politique, mais c'est eux qui dirigent tout, quoi. Ceux qui dirigent tout le secteur clé de l'économie. Sachant que eux vivent à l'occidental, très clairement. Ils sont tout le temps dans leur yacht, sur leurs îles, dans leurs villas italiennes. Certains athlètes sont oligarques. Ah oui, alors ça, bon, voilà. Est-ce que faire chier les oligarques, ça suffit à faire bouger Poutine? Faire bouger Poutine, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le système oligarchique tel qu'il fonctionne en Russie, de ce que j'ai pu comprendre, c'est si tu veux faire de l'argent en Russie, il ne faut jamais critiquer le pouvoir. Il faut toujours être du côté du pouvoir. Donc, pour plusieurs raisons. Déjà, les gens qui sont contre le pouvoir en Russie, les journalistes ou les opposants politiques, ou les riches, très riches, qui s'opposeraient à Poutine, il y en a quand même certains qui finissent pendus, morts, disparus, ou en prison. Donc, quand ils sortent de leur devoir de réserve, tel que ça a été le cas il n'y a pas très longtemps, il y en a quelques-uns qui sont sortis de leur devoir de réserve, on est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel. On est sur... C'est pas... En fait, si jamais tu les appauvris, si jamais tu les secoues, c'est compliqué. C'est compliqué pour eux.
Par contre, frapper les petits artistes, alors la petite population, mais aussi les petits artistes. C'est-à-dire, j'ai vu récemment, genre, on n'invitera plus d'artistes russes. Mais en fait, les artistes russes, je pense que pour une bonne partie, s'ils pouvaient ne plus, ne plus avoir Poutine, je crois qu'ils le feraient. Une des raisons pour lesquelles ils ne parlent pas, c'est parce qu'ils ont peur. Ce qui me semble légitime comme motif. Oui, mais voilà, le problème, c'est que si jamais le narratif mis en place par Poutine, c'est bon, vous habitez en Russie, et regardez, l'Occident décide de vous punir, et vous ne savez pas pourquoi, et c'est des gens qui s'informent auprès des chaînes, voilà, sur le CNews ou le BFM local, je ne sais pas ce que ce sera, ces gens-là, ils vont juste ils vont juste se dire, putain, l'Occident, c'est les méchants. On a raison, on va sauver nos frères ukrainiens, et l'Occident nous punit en retour. Ce qui me semble être un terrain propice à faire ce genre de discours. Alors que les oligarques, ce sont des gens qui, de toute façon, sont déjà inscrits dans la mondialisation. Je pense qu'ils savent, ils sont mieux informés aussi, je pense. Merci Riel Miop pour le raid. Donc j'ai pas d'alerte raid, visiblement. Trop bizarre. Bonum vesperum. Merci. Bonsoir en latin. Est-ce qu'ils sont si aveugles au fonctionnement de Poutine? Beaucoup de gens, oui, évidemment. Le souci, c'est plus de ne pas faire souffrir inutilement des gens qui n'ont rien demandé à personne. Mais c'est le cas. C'est le cas, en fait. Quand il y a les gens, ils ne peuvent plus payer du tout, que leur monnaie, elle s'effondre, et que on arrête d'exporter massivement vers chez eux des choses dont ils peuvent avoir vraiment besoin, de fait, c'est ce qui se passe. Vraiment. Donc bon. C'est un débat qui est assez tendu, hein. C'est un débat qui est assez tendu. Moi, j'ai un pote, un gars de mon village, qui habite en Russie maintenant, qui habite à Moscou, et je repense parfois à lui, parce que je me dis, bah, en fait, lui non plus, il va plus pouvoir partir. Là, son compte russe, il sert plus à rien. S'il a réussi à débrancher du système bancaire, bah, en fait, il se retrouve bloqué là-bas. Tous les vols, l'interdiction des vols, enfin les plus de vols entre la France et la Russie, ça fait qu'il peut plus rentrer. Euh, il se retrouve otage, quoi. C'est compliqué, hein. Compliqué. Et c'est le cas de beaucoup de personnes aussi. Ça pourrait être le cas aussi de beaucoup d'Ukrainiens qui sont en Russie. On en a quand même quelques-uns. On peut passer par des pays tiers. Ouais. Mais Poutine a menacé de fermer la liaison ferroviaire entre la Finlande et la Russie. Parce que c'est un pont ferroviaire qui actuellement est très 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 exploité par beaucoup de Russes qui partent de Moscou et de Saint-Pétersbourg. 100 cas d'Ukrainiens ayant fui en Russie. Ouais, tout à fait. Beaucoup des russophones, beaucoup des gens qui avaient de la famille en Russie. Parce qu'il y a beaucoup de Russes qui ont de la famille en Ukraine et d'Ukrainiens qui ont de la famille en Russie, hein. Beaucoup, beaucoup. Oui, alors, un truc saisissant, c'est que beaucoup de Russes qui fuient sont des Russes qui parlent anglais. Ce qui, encore une fois, n'est pas la majorité de la population russe, hein, très loin de là. Il y a toute la question aussi de l'accueil des migrants, hein, vraiment, qui est assez flinguée. Les migrants ukrainiens n'ont pas massivement l'intention de rester, alors que les SDS sont souvent ancrés dans leur territoire, n'ont pas les mêmes problèmes, les mêmes envies, etc. La majorité des migrants qui n'ont pas forcément l'intention de rester, ça, je sais pas pourquoi vous êtes sûr de ça, hein. Pourquoi les migrants ukrainiens qui vont jusqu'en France n'auraient pas vocation à y rester, ou jusqu'en Russie, ou même jusqu'en Pologne, alors que la plupart de ceux que j'ai pu entendre disent bah, j'ai plus de maison, c'est la guerre, Poutine reviendra peut-être dans 5 ou 10 ans,
Moi, je reviens pas. J'en ai quand même entendu beaucoup hein, d'interviewés qui disent ça. Voilà, j'ai traversé le continent avec mes enfants, c'était traumatisant pour eux, maintenant on reste là. Enfin, ou on verra, mais pour l'instant on reste là. Je suis pas du tout sûr que... Je pense que beaucoup de ceux qu'on fuit n'y repartiront pas. C'est ce qui s'est passé avec la guerre en Yougoslavie aussi. Il y a quand même beaucoup de Serbes, de Croates, de Bosniens ou de Bosniaques qui ont fui vers notamment l'Allemagne, l'Autriche, on en a quelques-uns en France, et qui n'y sont jamais retournés. Vraiment beaucoup, hein. Et les Russes après l'effondrement de l'URSS, il y en a 2 millions de Russes qui sont arrivés en Allemagne et qui sont pas repartis. Ils sont peut-être pas 2 millions à être arrivés, mais en tout cas ils sont 2 millions aujourd'hui. Donc, non, non, non. Enfin là, ce que ça veut dire aujourd'hui, ce que l'extrême droite nous dit d'ailleurs, c'est qu'il faut accueillir les réfugiés, alors qu'il fallait presque leur tirer dessus et leur raser leur tente et les renvoyer chez eux il y a pas plus tard qu'il y a un mois. Et là, il faudrait tout faire pour les accueillir, mais qu'on le fasse, hein, mais c'est des gens qui ne repartiront pas. Je pense pour la majeure partie. C'est comme ça que ça fonctionne. Les Spätaussiedler, tout à fait. C'est tout à fait le nom qu'on donne à ceux qui sont rentrés dans les années 90. Qui faisait valoir du coup l'existence d'un ancêtre allemand ou d'une ascendance allemande et qui du coup ainsi pouvaient avoir accès à la nationalité allemande. Mais beaucoup des gens qui avaient été russifiés entre-temps et qui du coup ne parlent que russe. Donc voilà, pour revenir à la question de départ, est-ce qu'on doit punir des citoyens russes? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Oui, enfin, ils sont chrétiens, les Ukrainiens, mais ils sont orthodoxes. Alors, c'est Jésus, mais c'est quand même pas du tout les mêmes rites, ni la même façon de voir les choses. C'est quand même une... Il y a beaucoup plus de différences entre le christianisme orthodoxe et le catholicisme qu'entre le protestantisme et le catholicisme, hein, quand même, malgré tout. Et juste parmi les Syriens qui fuient, il n'y en a qu'une partie qui sont aussi chrétiens. On a les Syriaques, on a les Maronites, etc. Enfin, il y en a quand même aussi, hein. Beaucoup même. Surtout ceux qui ont fui l'État islamique, hein. Pour le coup, vraiment surtout, hein. Les Coptes en Égypte aussi. C'est ça. Je pense qu'une bonne partie de l'Ukraine, une bonne partie de la Pologne va avoir des réfugiés ukrainiens. Et c'est beaucoup de personnes, c'est 2 millions, vous vous rendez compte, qu'on fuit. C'est pas exactement ce que cherche Poutine, qu'ils ne reviennent pas et que c'est la cause des problèmes à nous pour ensuite déclencher... Alors, non, alors juste... Je t'interromps maintenant. Par contre, oui, Poutine cherche à faire en sorte que les Ukrainiens fuient. Et c'est toute la question des couloirs humanitaires. C'est pour ça aussi que la Russie et l'Ukraine sont tombés d'accord sur les couloirs humanitaires. L'Ukraine pour sauver les civils, les Russes pour faire en sorte que les Ukrainiens évacuent les villes, notamment où il pourrait y avoir de la résistance, afin que quand ils arrivent, la résistance soit moindre, qu'ils fassent moins de pertes civiles, parce que les pertes civiles, c'est, dans le narratif actuellement de l'invasion, c'est un problème, puisque Poutine considère que ce n'est pas une guerre, mais c'est une intervention, et que c'est fait pour libérer le peuple ukrainien, et donc bah, si jamais tu lances des bombes, c'est plus cool, c'est pas très cool. Donc évidemment, Poutine bénéficie... Enfin, plus le pays est vide, plus pour Poutine c'est important et c'est utile. Surtout que ce sont des gens qui ne l'aiment pas qui partent. Les couloirs humanitaires étaient systématiquement bardés. Non, ils ne le sont pas systématiquement, mais certains l'ont été, je crois. Ils ne sont pas tombés d'accord. En tout cas, c'est il me semblait qu'ils étaient tombés d'accord tout à l'heure. Je sais pas. Oui, l'article sur la victoire russe, j'ai vu ça. J'ai vu ça.